Vous n'avez que 6 mois à vivre. » Les mots du médecin résonnaient dans l'esprit d'Esha, tandis qu'elle serrait dans ses mains tremblantes l'ordonnance de la chimiothérapie. Le montant inscrit sur le papier semblait une condamnation à mort. 15 000 reais par séance, 8 séances nécessaires. 120 000 reais qu'elle n'aurait jamais. 2 mois plus tard, elle se tenait là, à l'angle le plus fréquenté de la ville, proposant ses peintures à des inconnus qui daignaient à peine la regarder. Chaque « non, merci » sonnait comme un coup de marteau sur son cercueil. Chaque personne qui passait sans s'arrêter était un jour de vie en moins. Le vent glacial d'automne fit tomber ses toiles au moment exact où un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, marchait distraitement en parlant au téléphone. Il marcha sur l'une des peintures sans s'en rendre compte, laissant l'empreinte de sa chaussure italienne sur un portrait qu'Esha avait mis 3 jours à réaliser. Quand elle cria de désespoir, quelque chose dans sa voix fit s'arrêter l'inconnu et se retourner. Leurs yeux se croisèrent une seconde qui sembla éternelle. Il y avait dans ce regard quelque chose de familier, une douleur qu'elle reconnaissait, comme s'il portait lui aussi un poids invisible sur les épaules. L'homme raccrocha aussitôt et s'accroupit pour l'aider à ramasser les toiles éparpillées sur le sol sale. « Je suis désolé, je n'ai pas vu », dit-il en examinant le tableau abîmé. Sa voix était douce, différente du ton agressif qu'il utilisait au téléphone quelques secondes auparavant. « Ce travail est à vous. » Esha acquiesça, luttant pour retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer devant un client potentiel. « Ils sont tous de moi. J'ai besoin de les vendre de toute urgence. » Quelque chose dans son désespoir toucha une blessure profonde dans le cœur de l'étranger. Il connaissait cette sensation de course contre la montre, de lutte contre l'impossible. Il l'avait vécu 2 ans plus tôt, quand sa femme avait reçu le même genre de diagnostic qui hantait désormais la vie de la jeune peintre face à lui. « Combien devez-vous réunir » demanda-t-il, se surprenant lui-même par cette question directe. Esha hésita. La vérité était trop brutale pour être dite à un inconnu. « C'est pour un traitement médical très coûteux », murmura-t-elle en baissant les yeux. L'homme observa les peintures avec une attention renouvelée. Chaque toile racontait une histoire d'espérance au milieu du chaos. Des enfants jouant dans des favelas colorées, des vieillards souriant sur des bancs publics, des fleurs poussant sur des terrains vagues. C'était une art née de la douleur, mais débordante de vie. C'était exactement ce dont sa fille de 9 ans avait besoin. « Je m'appelle Thomas », dit-il en lui tendant la main. « Et je crois que je peux vous aider d'une manière que vous n'imaginez même pas. » Derrière cette phrase simple se cachaient des secrets qui allaient bouleverser complètement le cours de l'histoire. Thomas portait une culpabilité qui le hantait depuis des années, et quelque chose dans la détermination d'Esha lui rappelait une promesse faite au chevet de sa femme mourante. Une promesse qu'il avait brisée, mais qu'il voyait maintenant l'occasion de tenir. Esha ne savait pas qu'elle venait de rencontrer le propriétaire de la plus grande galerie d'art de la ville, un homme qui avait perdu la capacité de voir la beauté du monde depuis que la maladie avait emporté sa compagne de vie. Et elle n'imaginait pas non plus qu'en observant depuis la fenêtre du café voisin, une fillette aux yeux curieux avait assisté à toute la scène et préparait déjà quelque chose qui surprendrait tout le monde. La rencontre qui paraissait fortuite n'était en réalité que la première d'une série de coïncidences qui n'en étaient pas. Quelqu'un tirait les fils invisibles du destin, orchestrant des rencontres et créant des opportunités là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Tandis que Thomas aidait Esha à organiser ses toiles, aucun des deux ne se rendit compte qu'ils étaient observés par des yeux attentifs qui avaient déjà décidé que cette jeune artiste ne mourrait pas. Pas si elle pouvait l'empêcher. La première pièce du puzzle venait d'être mise en place. Mais il restait encore à révéler les motifs cachés, les plans secrets et les connexions inattendues qui transformeraient une simple vente de tableaux au coin d'une rue en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. Si cette histoire de dépassement de soi vous touche et que vous voulez découvrir tous les secrets qui restent à venir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette aventure émouvante. Thomas emmena Esha dans un café à proximité, mais pas avant d'avoir porté lui-même toutes ses toiles jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, elle remarqua combien il manipulait chaque œuvre avec un soin excessif, comme s'il s'agissait de reliques précieuses. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur chaque coup de pinceau, comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Vous avez un vrai talent », dit-il en commandant 2 cafés. « Mais dites-moi la vérité. De combien d'argent avez-vous exactement besoin ?» Esha avala sa salive. La question directe la prit au dépourvu. « 120 000 reais », murmura-t-elle, s'attendant à le voir se lever et partir. Au lieu de cela, Thomas se contenta d'acquiescer, comme si cette somme était insignifiante. « Et si je vous disais que je peux obtenir cet argent pour vous en 1 semaine ?» Son cœur s'emballa. C'était impossible. Personne ne ferait une telle chose pour une inconnue. « En échange de quoi ?» demanda-t-elle, méfiante. « Juste une chose. Je veux que vous peigniez un tableau spécifique pour ma fille, Lily. »
Elle a 9 ans et traverse une période difficile depuis que nous avons perdu ma femme. Le premier mensonge avait été prononcé. Thomas ne mentionna pas que Lily était hospitalisée dans une clinique psychiatrique depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa mère. Il ne dit pas que la fillette se blâmait pour la mort et avait cessé de parler depuis 6 mois. Et il ne révéla certainement pas que les médecins avaient perdu tout espoir de la voir réagir à nouveau. Esha sentit une pression dans sa poitrine. Un autre père luttant contre la douleur de la perte. Bien sûr, je peindrai ce qu'elle veut. Mais comment pouvez-vous être sûr de pouvoir obtenir cet argent? Thomas sourit pour la première fois depuis la mort de sa femme. Parce que je connais des gens qui apprécient vraiment l'art. Et parce que votre histoire doit être racontée. Ce même après-midi, quelque chose d'inexplicable se produisit. Thomas emmena Esha visiter sa galerie, un espace luxueux au centre-ville qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir franchir. Mais en arrivant, ils trouvèrent la porte principale verrouillée et un panneau, fermé pour une durée indéterminée, suspendu à l'entrée. « Désolé », murmura Thomas, visiblement perturbé. « Je ne m'attendais pas. C'est que depuis la mort de ma femme, j'ai fermé cet endroit. Je ne supportais plus d'être ici. » Mais pendant qu'il parlait, Esha remarqua un mouvement à l'intérieur de la galerie. Une petite ombre passa rapidement derrière les rideaux du 2e étage. Lorsqu'elle le montra du doigt, Thomas pâlit. « Impossible, dit-il. Il ne devrait y avoir personne ici. » Le deuxième mensonge se révélait. Thomas savait exactement qui était dans la galerie. Lily s'était échappée de la clinique ce matin-là, et c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Mais il ne pouvait pas dire la vérité à Esha, pas encore. Ils entrèrent par la porte arrière, et la galerie vide résonnait du son de leurs pas. Les murs blancs portaient des traces là où des tableaux avaient un jour été accrochés. Tout avait été retiré après la mort de la femme de Thomas, transformant l'espace en un mausolée de rêves abandonnés. Puis, ils entendirent le bruit de pas légers à l'étage supérieur. « Lily » appela Thomas, montant les escaliers en courant. Esha le suivit, confuse. Elle avait pensé qu'il trouverait la fille à la maison, pas cachée dans une galerie fermée. Mais lorsqu'ils atteignirent le 2e étage, ils découvrirent quelque chose qui les laissa tous deux sans voix. La fillette était assise par terre, entourée de dizaines de dessins éparpillés. Tous représentaient la même scène. Une femme, bras ouverts, accueillant une jeune fille noire dans une étreinte chaleureuse. Les traits étaient simples, mais l'émotion était palpable. « Lily, que fais-tu ici » demanda Thomas, s'agenouillant à côté de sa fille. La fillette ne répondit pas, mais montra Esha du doigt avec des yeux brillants de larmes. C'était la première réaction émotionnelle qu'elle montrait depuis l'accident. Esha s'approcha lentement, examinant les dessins. Dans chacun d'eux, elle se reconnaissait, mais elle n'avait jamais vu cet enfant auparavant. Comment était-il possible que Lily la connaisse? Elle a dessiné ça aujourd'hui? Demanda Esha. Thomas secoua la tête, perplexe. Lily ne dessine plus depuis des mois. En fait, elle ne fait rien d'autre que rester assise en silence. Mais il y avait quelque chose de plus troublant dans les dessins. Dans certains, apparaissait une troisième figure, un homme en costume observant la scène de loin, les yeux remplis de larmes. C'était clairement Thomas, mais dessiné avant même qu'il ne connaisse Esha. « Comment savait-elle que nous nous rencontrerions » murmura-t-il. Lily parla enfin, sa voix rauque après des mois de silence. « Maman m'a dit que tu viendrais. Elle a dit que tu sauverais papa de la tristesse. » Le monde s'arrêta un instant. Thomas sentit ses jambes fléchir. C'était impossible. Sa femme était morte depuis 2 ans. Comment Lily pouvait-elle savoir pour Esha? Mais la fillette n'avait pas terminé. Elle se leva et courut vers un tiroir caché derrière un rideau. De là, elle sortit une lettre scellée portant le nom, pour la peintre de l'espoir, écrit en lettres délicates. « Maman a laissé ça pour toi », dit-elle en tendant l'enveloppe à Esha. Thomas reconnut immédiatement l'écriture de sa femme. Ses mains tremblèrent lorsqu'Esha ouvrit la lettre et commença à la lire à voix haute. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as rencontré mon mari au moment exact où il avait le plus besoin de toi. Je sais que cela peut sembler impossible, mais je savais que tu viendrais. Je t'ai vu dans mes rêves pendant le traitement, peignant de l'espoir là où il n'y avait que désespoir. » La lettre continuait, révélant des détails sur la vie d'Esha que personne ne pouvait connaître. Son diagnostic, sa lutte financière, même le lieu exact où elle vendrait ses tableaux. Chaque mot était une prophétie accomplie, un mystère défiant toute logique. Thomas regarda Esha avec un mélange d'étonnement et de terreur. Qui était vraiment cette femme? Et comment sa femme morte pouvait-elle en savoir autant sur elle? L'atmosphère dans la galerie avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite se révélait maintenant être quelque chose de bien plus complexe et surnaturel. Quelqu'un avait orchestré tout cela,
Mais les réponses ne commençaient que tout juste à se dévoiler. La lettre tremblait dans les mains d'Esha, tandis qu'elle continuait à lire les mots impossibles de la femme morte. Thomas ne sait pas, mais pendant mes derniers jours, je t'ai vu clairement. Tu peignais dans un petit appartement avec des infiltrations au plafond, pleurant devant une toile inachevée. C'était le portrait d'un enfant souriant, mais tu ne pouvais pas terminer les yeux parce que tu savais que peut-être tu ne verrais plus jamais d'enfant grandir. Thomas s'étrangla. Cette description était trop précise pour être une coïncidence. Comment pouvait-elle savoir cela? Demanda-t-il, la voix brisée. Esha laissa tomber la lettre. Elle avait peint exactement ce tableau la semaine précédente, pleurant parce qu'elle n'arrivait pas à capturer l'espoir dans les yeux de l'enfant. Personne n'avait été témoin de ce moment de désespoir dans son appartement vide. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ta femme ne peut pas savoir ces choses sur moi. » Lily s'approcha et prit la main d'Esha avec délicatesse. « Maman a dit que tu aurais peur, mais que tu ne pouvais pas abandonner. Elle a dit qu'elle avait un plan pour sauver toi et papa en même temps. » Thomas sentit un mélange d'espoir et de terreur parcourir ses veines. Pendant 2 ans, il s'était demandé pourquoi sa femme avait tant insisté pour qu'il ne vende pas la galerie. Même dans ses derniers instants, elle avait supplié qu'il maintienne l'espace intact. Maintenant, il commençait à comprendre pourquoi. « Il y a encore des choses cachées ici, » dit Lily, les conduisant jusqu'à un mur qui semblait solide. Elle appuya sur un point précis, révélant une porte secrète que les adultes n'avaient jamais remarquée auparavant. Derrière le passage secret, ils trouvèrent un bureau entièrement équipé avec un ordinateur allumé, des documents organisés et un téléphone qui sonnait sans cesse. Sur l'écran de l'ordinateur, une présentation était déjà ouverte. Projet Espoir, exposition caritative pour Esha. Elle a préparé tout cela avant de mourir, demanda Thomas, incrédule, feuilletant les documents. Il y avait des contrats avec des collectionneurs, des accords avec les médias locaux et même un calendrier détaillé pour une exposition qui aurait lieu exactement dans 5 jours. Esha découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Dans un tiroir, elle trouva des photographies d'elle qu'elle était certaine de ne jamais avoir prises. Des images d'elle en train de peindre dans la rue, de parler avec des gens, et même de dormir dans son appartement. Quelqu'un avait documenté sa vie depuis des semaines, peut-être des mois. « Thomas, » dit-elle, la voix tremblante, « quelqu'un me suivait. Comment ta femme a-t-elle pu obtenir ces photos alors qu'elle est morte il y a 2 ans ?» C'est alors que Thomas remarqua quelque chose qui le fit remettre en question tout ce qu'il croyait sur la mort de sa femme. L'une des photos portait une date récente, il y a 3 semaines. Dans un coin de l'image, il reconnut une silhouette familière observant Esha de loin. Le téléphone cessa enfin de sonner, mais immédiatement un message arriva sur l'ordinateur. C'était un email automatique programmé pour être envoyé à ce moment précis. Si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que la première phase du plan a fonctionné. Thomas, il est temps que tu découvres la vérité sur ma mort. Esha, il est temps que tu connaisses la véritable raison de ta maladie. Lily s'assit sur la chaise du bureau, comme si elle en était la propriétaire. Maman a dit que je devais dire la vérité quand ce moment arriverait. Papa, elle n'est pas morte d'un cancer. Le monde de Thomas s'effondra. Comment ça, Lily? J'ai vu ta mère à l'hôpital. J'ai tenu sa main quand. Elle a fait semblant d'être morte, interrompit la fillette, avec une simplicité perturbante. Elle est vivante, mais elle a dû disparaître pour vous protéger toutes les deux de très mauvaises personnes. Esha sentit ses jambes fléchir. Protégée de qui? Et quel rapport avec ma maladie? Lily ouvrit un tiroir et en sortit un dossier médical épais. Maman a découvert que quelqu'un faisait des expériences secrètes sur des personnes malades. Elle était médecin avant d'épouser papa, et elle a découvert qu'ils injectaient des substances à des patients atteints de cancer à leur insu. Le dossier contenait des documents d'un laboratoire pharmaceutique, des photos de personnes se faisant injecter de force et une liste de noms. Le nom d'Esha était en tête de liste, avec une annotation « Sujet expérimental 001, réaction positive au composé X47 ». « Je n'ai pas vraiment de cancer », demanda Esha, sentant le monde tourner autour d'elle. Thomas lut par-dessus son épaule, découvrant la terrible vérité. Ils t'ont injecté quelque chose qui simule les symptômes du cancer. C'est une expérience pour tester de faux traitements et profiter du désespoir des gens. Mais il y avait plus. La femme de Thomas avait découvert le complot alors qu'elle travaillait à l'hôpital. Quand elle avait essayé de dénoncer, elle avait été menacée de mort. La seule manière de protéger la famille et de rassembler suffisamment de preuves fut de simuler sa propre mort et de travailler dans l'ombre. « Elle est où maintenant ?» demanda Thomas, les larmes aux yeux. « Dans une maison sûre, documentant tout. Mais ce soir, les hommes mauvais vont essayer d'attraper Esha pour faire d'autres expériences. C'est pourquoi vous devez suivre exactement le plan qu'elle a laissé. »
Escha regarda par la fenêtre et vit 2 hommes en costume sombre garés dans une voiture noire de l'autre côté de la rue. Ils observaient la galerie depuis au moins 20 minutes. Son sang se glaça lorsqu'un d'eux parla dans sa radio et pointa directement vers la fenêtre où elle se trouvait. « Ils nous ont déjà trouvés », murmura-t-elle. Thomas prit le téléphone et composa un numéro noté dans le plan de sa femme. « C'est maintenant ou jamais. Lily, tu sais quoi faire. » La fillette courut vers un autre compartiment secret et en sortit une valise remplie d'équipements électroniques. Avec des mouvements précis d'une personne bien plus âgée, elle commença à activer les dispositifs et à configurer les systèmes de sécurité. « Maman m'a tout appris avant de faire semblant de mourir », expliqua-t-elle, en tapant des codes complexes. « Ce soir, vous allez révéler toute la vérité, sauver d'autres personnes qui sont empoisonnées et mettre fin à cette entreprise criminelle. » Dehors, d'autres voitures noires arrivèrent. Le siège se resserrait, mais à l'intérieur de la galerie, un plan méticuleusement préparé depuis 2 ans était enfin en train d'être mis en œuvre. La guerre pour la vérité ne faisait que commencer, et Escha découvrit que sa lutte n'était pas seulement contre une maladie inexistante, mais contre tout un système de personnes prêtes à tuer pour garder leurs secrets enfouis. Les hommes en noir encerclèrent la galerie exactement à 7 heures du soir, mais lorsqu'ils fracturèrent la porte principale, ils ne trouvèrent que l'écho de leurs propres pas. L'espace était complètement vide, sans trace de Thomas, Escha ou Lily. De l'autre côté de la ville, le plus grand événement artistique de l'année se déroulait au centre des conventions. Des centaines de personnes élégantes circulaient entre les stands d'art, sans se douter qu'elles allaient être témoins de quelque chose qui changerait leur vie à jamais. « Mesdames et messieurs », annonça Thomas au micro, sur la scène principale, « aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'art. Nous exposons un crime qui a victimisé des centaines de personnes innocentes. » Escha se tenait à ses côtés, tenant le dossier médical qui prouverait son innocence et la culpabilité des véritables criminels. Sa voix tremblait, mais il y avait de la détermination dans chaque mot. « Je m'appelle Escha, et pendant les 4 derniers mois, j'ai cru que j'étais en train de mourir d'un cancer. Aujourd'hui, j'ai découvert que j'ai été empoisonné par une entreprise pharmaceutique qui profite de la souffrance des autres. » La foule murmura, inquiète. Certains prenaient déjà leur téléphone pour filmer, d'autres semblaient sceptiques. Mais lorsque Lily monta sur scène, portant un dossier rempli de documents, le silence fut absolu. « Voici les preuves que ma mère, le docteur Elena Rivera, a collectées avant de simuler sa mort pour protéger notre famille, » dit la fillette, avec un courage impressionnant pour ses 9 ans. « Elle est ici aujourd'hui pour raconter toute la vérité. » C'est alors que l'impossible se produisit. Une femme aux cheveux bruns monta sur scène depuis les coulisses, et Thomas sentit le monde s'arrêter. Elena était vivante, plus mince, avec des cheveux différents, mais définitivement vivante. « Thomas, » dit-elle, les larmes aux yeux, « pardonne-moi pour tout ce que tu as traversé. Mais c'était la seule façon de vous garder en sécurité pendant que je rassemblais suffisamment de preuves. » Le public regarda en silence tandis que Thomas et Elena s'embrassaient après 2 années de séparation forcée. Mais le moment d'émotion fut interrompu lorsque les lumières du centre des conventions commencèrent à clignoter. « Ils ont coupé l'électricité », cria Lily, courant vers un équipement caché derrière la scène. Mais maman avait prévu ça aussi. Les générateurs de secours se mirent immédiatement en marche, et des écrans géants descendirent du plafond, montrant des preuves documentées du système criminel. Vidéos de patients se faisant injecter de force, enregistrements d'exécutifs discutant de profits sur la souffrance humaine, et une liste de plus de 400 noms de victimes. La Labormed Corporation, continua Elena au micro, a injecté des substances expérimentales à des patients à faible revenu, simulant le cancer pour tester des traitements coûteux et inefficaces. Ils choisissent des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de contester un diagnostic. Des agents de sécurité tentèrent d'entrer dans la salle, mais découvrirent que toutes les portes avaient été automatiquement verrouillées. Lily avait activé le système de sécurité du bâtiment, transformant le lieu en une forteresse temporaire. « Transmission en direct activée », annonça la fillette. « Maintenant, le monde entier peut voir la vérité. » Sur les écrans apparurent des chiffres impressionnants. Plus de 50 000 personnes regardant en direct sur les réseaux sociaux, des journalistes arrivant de l'extérieur, des sirènes de police approchant. L'histoire se répandait plus vite que quiconque ne pouvait contrôler. Escha s'approcha du micro principal. « J'ai failli abandonner la vie à cause d'une maladie que je n'avais pas. J'ai vendu tout ce que je possédais pour payer un traitement dont je n'avais pas besoin. Combien d'autres personnes traversent la même souffrance en ce moment même ?» La réponse vint de manière inattendue. Les gens dans la salle commencèrent à se lever, un par un, s'identifiant comme victimes du même système. Un homme âgé pleura en racontant qu'il avait vendu sa maison pour payer une chimiothérapie inutile. Une jeune femme révéla qu'elle avait failli se suicider après avoir reçu un faux diagnostic. « Nous sommes plus de 200 personnes ici ce soir qui avons été trompées par Labormed »,
cria quelqu'un dans le public. Ils ne peuvent plus se cacher. Dehors, le PDG de Laborde, Richard Blackstone, tentait de convaincre la police d'interrompre la transmission. Mais il était trop tard. Des journalistes de 3 chaînes différentes filmaient déjà sa tentative de faire taire les victimes. « Monsieur Blackstone », demanda une reporter, « est-il vrai que votre entreprise a empoisonné des centaines de personnes pour tester des médicaments expérimentaux ?» Elena apparut à l'entrée principale, escortée par des policiers fédéraux qui avaient été contactés secrètement des semaines auparavant. Agent Rivera, département fédéral d'enquête médicale, se présenta-t-elle. Richard Blackstone, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire, fraude médicale et crime contre l'humanité. L'expression de Blackstone passa de l'arrogance à la panique en quelques secondes. Vous ne pouvez rien prouver. Ce ne sont que des accusations infondées de personnes désespérées. En réalité, nous le pouvons, dit Elena, montrant une clé USB. Nous avons des enregistrements de vous ordonnant les expériences, des documents signés approuvant des injections non autorisées et des registres financiers montrant les profits réalisés sur la souffrance des autres. À l'intérieur du centre des conventions, le public éclata en applaudissements lorsque l'arrestation fut diffusée en direct. Esha prit la main de Thomas et de Lily, formant un cercle d'union représentant bien plus qu'une famille réunie. La justice a été rendue, dit-elle au micro, la voix étranglée par l'émotion. Mais notre lutte ne s'arrête pas ici. Nous devons nous assurer que cela n'arrive plus jamais à personne. La diffusion en direct atteignit 100 000 vues simultanées. Les autorités sanitaires d'autres pays commencèrent à enquêter sur les filiales de Laborde. Des avocats se proposèrent de représenter gratuitement les victimes. En quelques heures, ce qui avait commencé comme la vente désespérée de tableaux à un coin de rue se transforma en la plus grande exposition de corruption médicale de la décennie. Et tout cela parce qu'une femme avait simulé sa propre mort pour sauver des centaines de vies innocentes. La vérité avait été révélée, les coupables étaient arrêtés, mais l'histoire des chats ne faisait que commencer à montrer son véritable impact sur le monde. 6 mois plus tard, la galerie de Thomas était plus fréquentée que jamais. Mais cette fois, elle n'exposait pas seulement des œuvres d'art. Elle s'était transformée en premier centre de soutien aux victimes de fraude médicale du pays. Les murs, autrefois vides, présentaient désormais des portraits peints par Esha de chacune des 400 victimes identifiées de Laborde. Chaque visage raconte une histoire de dépassement de soi, expliquait Esha aux visiteurs, guidant un groupe de journalistes internationaux à travers l'exposition permanente. Ce ne sont pas seulement des victimes. Ce sont des survivants qui ont transformé leur douleur en force pour empêcher que d'autres traversent la même épreuve. Thomas observait fièrement tandis que sa femme Elena, désormais officiellement désengagée du FBI, coordonnait une équipe médicale offrant des examens gratuits aux personnes vulnérables. L'opération avait tellement grandi qu'ils avaient dû s'étendre sur 3 étages du bâtiment. « Papa, regarde ça !» cria Lily, courant vers lui avec une enveloppe officielle dans les mains. Une lettre du président est arrivée. La lettre félicitait la famille pour son courage à avoir exposé l'un des plus grands scandales d'entreprise de l'histoire et annonçait la création de la loi Elena Rivera, rendant obligatoire la présence de témoins indépendants lors de tous les tests médicaux expérimentaux. Mais le véritable changement se produisait dans les vies individuelles. Esha découvrit que ces examens médicaux actuels montraient un organisme complètement sain. Le cancer n'avait été qu'une combinaison de substances toxiques désormais entièrement éliminées de son système. Docteur Martinez, comment se passe le processus de récupération d'Esha ? Demanda Elena au médecin qui suivait tous les anciens patients de Laborde. Exceptionnel. Son organisme a non seulement éliminé toutes les toxines, mais a développé une résistance naturelle qui aide nos recherches sur les antidotes. Elle s'est littéralement transformée de victime en espoir pour d'autres patients. L'ironie était poétique. La substance qui avait failli détruire la vie d'Esha était désormais étudiée pour créer des traitements qui sauvaient d'autres personnes. Son corps était devenu un laboratoire vivant de guérison au lieu de destruction. Thomas s'approcha d'Esha, qui terminait un nouveau tableau. La toile montrait des centaines de papillons sortant de cocons sombres, volant vers un ciel doré. Pour qui est-ce cette fois ? Pour les enfants de l'hôpital. Ils doivent voir que la métamorphose est toujours possible, même dans les moments les plus sombres. L'art d'Esha avait complètement évolué. Ses peintures n'étaient plus seulement belles, elles étaient thérapeutiques. Hôpitaux, cliniques de réhabilitation et centres de soutien psychologique faisaient la queue pour commander ses œuvres. « Il y a une surprise pour toi dehors », dit Thomas, la conduisant jusqu'à l'entrée principale de la galerie. Dehors, une foule s'était rassemblée autour de quelque chose couvert d'un drap blanc. Lorsqu'Elena retira la couverture, elle révéla une statue en bronze d'Esha en train de peindre, avec une plaque indiquant « En mémoire de tous ceux qui ont transformé le désespoir en espoir, Esha Santos, la peintre de la vie ». Ce n'est pas un mémorial,
expliqua le maire de la ville, arrivé pour la cérémonie. C'est un symbole de résistance. Nous voulons que chaque personne qui passe par ici se souvienne qu'il n'est jamais trop tard pour se battre pour ses droits. Des larmes coulèrent sur le visage des chats. Il y a un an, elle vendait des tableaux à un coin de rue froid, pensant qu'elle mourrait dans quelques mois. Maintenant, son histoire inspirait des lois, changeait des politiques publiques et sauvait des vies dans le monde entier. Lily s'approcha et entrelaça sa main avec celle des chats. Maman a toujours dit que les vrais héros ne naissent pas prêts. Ils deviennent héros quand ils choisissent d'aider les autres même en souffrant. Et toi, petite espionne, que veux-tu devenir quand tu seras grande? Demanda Esha en souriant. Je veux être comme toi et maman. Je veux protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger seuls. Thomas étreignit les deux femmes les plus importantes de sa vie. Vous savez quelle a été la partie la plus incroyable de toute cette histoire? Ce n'était pas d'exposer les criminels ou de sauver des centaines de vies. C'était de découvrir que l'amour peut grandir même dans les moments les plus impossibles. 6 mois plus tôt, Thomas était un veuf amer, Esha une jeune femme désespérée vendant de l'art pour survivre, et Lily une enfant traumatisée qui avait cessé de parler. Maintenant, ils étaient une famille unie par une mission qui les transcendait. L'exposition permanente avait reçu plus de 50 000 visiteurs. 3 documentaires internationaux racontaient leur histoire. Les universités de médecine incluaient le Calaborn comme étude obligatoire en éthique médicale. Mais pour Esha, la plus grande victoire se produisait chaque jour, lorsque des inconnus l'arrêtaient dans la rue pour dire « Ton histoire m'a donné le courage de remettre en question mon médecin » ou « Grâce à toi, j'ai découvert que mon diagnostic était faux ». Que avons-nous appris de tout cela? Demanda un journaliste lors de la dernière interview de la journée. Esha regarda sa nouvelle famille, puis la statue qui représentait bien plus que son image personnelle. Nous avons appris que notre plus grande force ne vient pas d'éviter les tempêtes, mais d'aider les autres à trouver un abri lorsque leur tempête arrive. Nous avons appris que la justice ne se produit pas seule. Elle a besoin de personnes courageuses prêtes à se battre pour elle. Elena ajouta, et nous avons appris que le véritable amour n'est pas seulement entre couple ou famille. Le véritable amour, c'est décider que la vie des étrangers mérite d'être protégée, même si cela coûte notre propre sécurité. Thomas sourit, observant le va-et-vient constant des visiteurs dans la galerie. Mais surtout, nous avons appris que des miracles se produisent lorsque nous cessons d'attendre que quelqu'un nous sauve et que nous commençons à nous sauver les uns les autres. Lorsque le soleil se coucha ce jour-là, la galerie ferma ses portes aux visiteurs, mais pas à la famille qui avait trouvé son véritable but dans le service. Esha prit ses pinceaux pour travailler sur une nouvelle œuvre. Une fresque géante montrant toutes les personnes ayant choisi de transformer la douleur en espoir. L'art était devenu son langage universel de guérison, et elle savait qu'elle avait encore de nombreuses histoires à raconter à travers ses toiles. Si ce voyage a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires réelles de dépassement de soi et de courage qui peuvent transformer votre perception des défis.